vous avez sanctionné un de vos propres citoyens. Le gouvernement de Macron a sous-traité la punition d'un de ses citoyens à l'Union européenne, à la Commission, au Conseil européen. Donc ça, c'est quelque chose, j'espère que cet argument sera utilisé dès qu'ils commenceront à la ramener sur les valeurs de l'Union européenne, les valeurs de la France, la liberté, etc. Là, maintenant, il y a quelque chose qui est flagrant. Et ça, c'est quand même une excellente chose pour notre combat pour la liberté. Ça, c'est vraiment c'est fondamental. Bonjour à tous, c'est Julien Girard du pôle international de chez Frontières et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette émission spéciale assez exceptionnelle puisque nous allons recevoir en live Xavier Moreau qui est dans le viseur de l'Union européenne et qui fait l'objet de sanctions puisqu'il est accusé d'être un agent d'influence de la Russie. Donc on va recevoir de suite Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est parfait de votre côté? Je vous entends bien, merci. Merci pour votre invitation. Je vous en prie, c'est la première fois que vous passez chez Frontières, Monsieur Moreau, alors dans un contexte qui est bien particulier, puisque vous faites l'objet de sanctions de l'Union européenne. Vous avez été cité explicitement par Jean-Noël Barrot. Est-ce que vous pouvez expliquer précisément ce qui s'est passé ces derniers jours en ce qui vous concerne ? Alors il y a eu une préalerte puisque c'est sorti dans Radio Free Europe qui est l'organe des affaires étrangères américain. Alors je sais pas s'ils sont toujours financés d'ailleurs par les affaires étrangères puisque je crois que les finances c'était l'USAID qui a été fermé par Donald Trump, mais c'est toujours la voix on va dire des néoconservateurs américains on peut dire. Donc eux visiblement étaient au courant que j'étais sur la liste et puis ça a été confirmé. Ça a été confirmé. Je crois que c'était lundi. Que même bien que je sois citoyen français, eh bien des sanctions ont été prises contre moi. Donc les sanctions sont prises par le Conseil Conseil européen, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est en fait un conseil qui réunit les ministres des différents ministères en fonction du thème. Et là en l'occurrence c'était le ministère des Affaires étrangères. Et donc Jean-Noël Barrot a demandé à ce que je sois sanctionné. Parce qu'évidemment, on ne peut pas me condamner en France. J'ai jamais comparu devant aucun tribunal. J'ai jamais été convoqué. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je n'appelle pas à la haine. J'essaie de contrôler du mieux que je peux ce que je dis. Et donc évidemment, il n'y avait pas de prise sur moi. Et donc, il a utilisé ce truchement. Alors depuis, j'ai un peu travaillé la question. Donc effectivement, depuis octobre 2024, il y a je sais pas comment on peut appeler ça, ce règlement qui a été pris, qui permet de mettre sous sanction. En bafouant d'ailleurs les engagements à la fois nationaux et internationaux de l'Union européenne, de mettre sous sanction un citoyen pour l'empêcher de parler, pour le détruire, je dirais économiquement. Et puis ensuite la conséquence évidemment, ça va être l'invisibilisation des différents réseaux sur lesquels je travaille. Alors concrètement, quelles sont les différentes sanctions contre vous? En quoi ça vous impacte directement? Alors, donc, en ce qui concerne la circulation, alors j'ai pris un avocat, donc pour moi je découvre. D'ailleurs, c'est assez intéressant en fait. Je pense que je pourrais faire un point sur la question une fois que j'aurai tiré tout ça au clair. Donc, du point de vue de mes déplacements, je ne peux pas aller dans les autres pays de l'Union européenne. En revanche, en France, de ce qu'on m'a dit, j'ai le droit d'y aller. Le plus grave, c'est la fermeture de mes comptes en banque. Et le fait que plus personne de l'Union européenne n'a le droit de m'envoyer de l'argent ou d'en recevoir de moi, sauf si j'en fais la demande express à une structure à l'intérieur de l'Union européenne, par exemple pour payer mes impôts, puisque comme j'ai un appartement à Paris, j'ai des impôts à payer et je ne peux même plus les payer. Le téléphone, comment dirais-je, l'électricité, les charges, tout ça, aujourd'hui, comme tous mes comptes sont bloqués, je ne peux pas les payer. Et donc je dois demander l'autorisation. Et donc c'est pour ça qu'il faut un avocat. Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de frais, c'est très ennuyeux. Alors je suis pas le plus mal logé puisque moi j'habite en Russie. L'essentiel de mes revenus sont en Russie et finalement ce que j'arrivais à générer en France, c'était pour financer le site Stratpol, avoir une petite équipe, un webmaster, comment dirais-je, un documentaliste, un modérateur, tout ça. Voilà. Donc ça évidemment ça a été touché.
Et donc c'est voilà, enfin, c'est très. En fait, si j'étais en France aujourd'hui, je serais en voie de clochardisation, on peut dire, avec mes 5 enfants. Bon, bah, je suis en Russie, donc encore une fois, moi personnellement, ça me touche pas tellement, mais je veux continuer mon travail de réinformation. Donc ça veut dire réorganiser l'écosystème que j'avais mis en place. Alors, j'imagine que vous n'avez pas prévu de vous rendre en Europe dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais imaginons si vous êtes sur l'un des territoires européens, donc hors France, puisque vous nous avez bien expliqué que vous avez le droit de venir en France puisque vous avez la nationalité française. Qu'est-ce qui se passerait concrètement? Est-ce que vous serez arrêté? Est-ce que vous serez expulsé? Est-ce que vous en savez plus à ce propos? Alors, je pense que si jamais, par exemple, quand la frontière était ouverte, j'avais coutume, depuis le 24 février 2022, de passer par la Finlande, ce qui ne posait aucun problème. Là, je pense que je ne pourrais plus. Là, ils me laisseraient pas passer, tout simplement. Ils me renverraient vers la Russie. Ensuite, encore une fois, je peux aller en France, a priori, en passant, par exemple, par Istanbul, par Erevan, par des zones, je dirais, qui sont en zone libre, pas à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc là, ce serait possible. Arriver en France, bah, ce serait comme d'habitude, comme je suis fichier S, j'ai le droit à un interrogatoire, à vérification de mon passeport, plus ou moins fouillé. La douane, quand elle est là aussi, qui fouille qui photocopie tout, qui voilà. J'ai le droit à la totale. Donc je pense pas que ça ira en s'améliorant. Évidemment avec ce qui vient de se passer, mais que je ne vais pas laisser passer d'ailleurs. Oui, Ça, c'est clair. on va en parler d'ailleurs de votre contre-attaque, mais la petite question que je voulais vous poser également, c'est, vous dites que vous étiez fiché S, vous l'êtes d'ailleurs probablement encore, donc il y a quand même une logique d'accélération au niveau des sanctions à votre encontre, puisque en fait vous êtes dans le viseur du gouvernement français depuis maintenant quelques années, non? Oui, alors d'abord c'était indirectement puisque j'ai su que ma chaîne YouTube où j'avais 185 000 abonnés a été fermée en septembre 2022 après que je fus observateur du référendum dans le Donbass, dans la République populaire de Donetsk. Donc ça, visiblement, ça n'avait pas plu. Donc j'ai été fermé comme ça d'office. Ensuite, mais ça pouvait fonctionner avec YouTube, puisque YouTube en fait ce que le ministère de l'Intérieur lui demande. Mais ça n'a pas marché ni avec Odyssey ni avec Rumble. Là, je pense que ce que veut faire le gouvernement, c'est, prétextant que je suis sous sanction, demander aux opérateurs de X, d'Odyssey, etc., non pas de fermer parce qu'ils ne le font pas, ils ne le font plus, c'est pas YouTube, mais de m'invisibiliser. C'est-à-dire que si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, vous ne pourrez plus voir mon compte X, mon compte Odyssey ou mon compte Rumble. Donc c'est pour ça que là on est en train de mettre en place tout un système avec notre site était hébergé par OVH. Là on est en train de le réenregistrer en zone libre, hors Union européenne, pour qu'il puisse refonctionner, utiliser la lettre d'information pour continuer notre travail, encore une fois, de réinformation, profitant du fait que, ça c'est vraiment le bon côté des choses, hein, c'est que grâce à mon nouvel attaché de presse, Jean-Noël Barrot, eh bien j'ai atteint un public que je n'avais pas atteint jusque-là. Et surtout, l'Union européenne se révèle telle qu'elle est, c'est-à-dire une dictature en fait. Justement, on va parler dans quelques minutes du recul de la liberté d'expression, que ce soit en Europe et principalement en France, surtout à l'approche des élections de 2027. Concrètement, quels sont les arguments qui ont été avancés par l'Union européenne, par Jean-Noël Barrot, pour vous sanctionner, justement? Alors, il y a cette notion d'agent d'influence russe. Est-ce que vous pouvez préciser ce dont vous êtes accusé? Alors, si vous regardez dans le document que vous trouvez sur le site de l'Union européenne, donc je suis effectivement un agent d'influence russe, qui en soi ne veut rien dire, mais à l'intérieur, il est marqué que, et j'ai notamment prétendu que l'Ukraine avait organisé elle-même l'invasion pour pouvoir rentrer dans l'OTAN. Je n'ai jamais dit une ânerie pareille. Jamais. Donc ça déjà, ce qui est formulé est absurde. Et après, moi je découvre dans la presse, puisque donc et notamment je crois que c'était dans le journal La Croix, qui expliquait que j'étais à la tête d'une centaine de sites d'information de trolls, en fait, d'après ce que j'ai compris. Enfin, ce qui est totalement faux. Et ce que d'ailleurs j'aurais prouvé si j'avais comparu devant un tribunal. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est moi qui vais être obligé d'amener ces gens-là devant le tribunal. Et moi, j'ai été, par le fait du prince, j'ai été tout simplement censuré.
censuré. Et puis du point de vue économique, encore une fois, je mets à la place de quelqu'un qui subirait ce que je subis, mais qui habite en France ou dans l'Union européenne, mais ce serait l'enfer pour lui, l'enfer. C'est incroyable, incroyable. Par exemple, Jacques Beau, qui est le colonel Jacques Beau, qui était sanctionné avec moi. Lui, il habite en Belgique. Il va être obligé de déménager. Il va être obligé de quitter l'Union européenne. Voilà, donc c'est quand même assez effrayant, quoi. Oui, vous avez bien fait de le préciser. Il y a Jacques Beau qui fait partie, parce que vous n'êtes pas la seule personne en réalité à faire l'objet de ces sanctions. Il y a également donc Jacques Beau. Il y a aussi un Américain, si je ne m'abuse, un ancien policier qui est aujourd'hui installé en Russie. Donc vous n'êtes pas la seule cible, mais bon, vous êtes le seul Français. Donc c'est pour ça qu'on vous reçoit et que c'est important d'en parler. Et je suis le seul citoyen de l'Union européenne, d'un pays de l'Union européenne. Parce que c'est pas le cas de Jacques Beau qui est Oui, Jacques suisse, Beau en est fait. suisse, donc forcément, ouais. il ne rentre pas dans cette catégorie. Monsieur Moreau, il y a aussi quand même une dimension que vous avez abordée un petit peu précédemment, c'est votre volonté de contre-attaquer. Donc, alors, vous n'allez pas pouvoir dire toute votre stratégie ici chez Frontières, parce que ça risque donc de fragiliser votre défense en partie. Mais que comptez-vous faire dans les prochains jours, dans les prochains mois, par rapport à ces décisions ? Alors, je suis en train de regarder. J'ai pris des avocats, donc spécialistes des sanctions, spécialistes. Ce que je voudrais faire, c'est poursuivre Jean-Noël Barrot pour diffamation, puisque d'ailleurs il m'a cité. Donc, encore une fois, il a fait un excellent attaché de presse, mais il m'a cité précisément en m'accusant de choses qui n'ont pas été prouvées, qui ne sont pas prouvables. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut d'abord que je vérifie si c'est possible. Mais si c'est possible, j'attaque. Et puis, je vais aller devant la Cour européenne de justice et j'irai devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque si vous regardez donc les valeurs censées défendre l'Union européenne, en fait, il y a la liberté d'expression. Et le fait aussi que, eh bien, toute personne a le droit à un jugement, je dirais, j'ai le mot anglais, juste, enfin, équitable. Voilà. Donc là-dessus, je vais attaquer, et je vais pas me laisser faire. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça ne m'a pas découragé. Au contraire, je suis encore plus motivé et je prépare d'autres petites choses. Je pense que je vais rapidement prendre l'initiative. Oui, c'est d'ailleurs l'effet contre-productif de la plupart de ces mesures, puisqu'en réalité, ça vous renforce davantage. Et surtout, il est quand même possible de constater, là, depuis quelques mois, mais même quelques années, qu'il y a une accélération au niveau de la volonté de lutter contre la liberté d'expression, notamment depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, qui en a fait X, qui est devenu une vraie agora virtuelle, où désormais, il est possible d'avoir une parole beaucoup plus libre qu'avec le Twitter d'autrefois. On sait également qu'il va y avoir des enjeux électoraux majeurs, à la fois les municipales, mais également l'élection présidentielle, qu'Emmanuel Macron a plusieurs fois parlé de sa volonté de réguler les réseaux sociaux. Alors, c'est un terme qui reste assez flou. Moi, j'imagine plutôt de la censure, mais bon, ça dépend de la définition qu'on donne aux termes. Quel est votre avis sur cette question ? Est-ce que vous pensez que là, nous sommes dans une logique d'accélération au niveau du recul de la liberté d'expression en Europe et principalement en France aussi, à l'issue donc de ces différents scrutins ? Alors moi, je pense que la France est le leader dans ce domaine-là. Écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le livre noir de la gauche française, et j'ai un chapitre qui s'appelle La gauche française et la répression. Et je démontre donc qu'à partir de la Révolution, que la terreur en fait est fondamentale dans la mentalité de la gauche française, notamment avec ce que disait Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et ça, c'est ce qui a toujours été une obsession pour la gauche française. Ce qui était assez facile à faire, finalement, de contrôler la presse, c'est ce qu'elle a toujours fait. Mais il y a eu cette percée technologique avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de quelque chose qui était incontrôlable et qui permettait à des gens, comme vous et moi, de faire quasiment, je dirais techniquement, aussi bien que la télé et beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant. Et en plus, on s'adresse à des générations, aux jeunes générations qui, elles, ne regardent plus la télé, qui sont très connectées. Et donc ça, je pense que ça a fait courir à la gauche française un danger qu'elle n'a jamais connu. Et elle est fébrile, elle est hystérique. En plus, il y a la perspective de la défaite en Ukraine qui approche. Donc, en fait, ils ont eu des réactions hystériques. Mais si vous voulez, c'est pas un hasard si le commissaire qui a été chargé, le commissaire politique qui a été chargé par l'Union européenne de lutter contre Elon Musk, c'était un Français.
C'était monsieur, j'ai oublié son nom, euh, euh, Thierry Breton? euh, Thierry Breton. C'est pas un hasard si on a confié ça à un bourgeois de gauche, si vous voulez. C'est inscrit dans les gènes de la gauche française. C'est que dès qu'on a le pouvoir, on essaie d'empêcher les autres de parler et de s'exprimer. Et je pense en revanche que comme eux, finalement, ils sont confortablement assis, ils maîtrisent pas la technologie, ils la comprennent pas. Ils essayent d'interdire, mais c'est de plus en plus difficile d'interdire. Si vous voulez, malgré tout, quand mes comptes dans les réseaux sociaux seront invisibilisés, alors je suis déjà passé par ce genre d'étapes, comme je l'ai dit, en 2022, mais il faudra que les gens se dotent d'un VPN. Je vais perdre une partie des gens qui me suivent. La partie la plus motivée, elle a bien suivi en 2022. Je pense elle se dote déjà d'un VPN, etc. Mais pour certaines personnes d'un certain âge, c'est encore compliqué. Mais vous allez avoir dans les générations qui arrivent, tout le monde va avoir un VPN. Donc en fait, si vous voulez, ils se battent contre des moulins à vent. Et si on continue à tenir bon, à offrir tout un panel d'ailleurs, moi je serais pour que, je veux dire, de temps en temps dans mes vidéos, je cite les médias de gauche, ce que j'appelle la gauche populaire contre la gauche bourgeoise, de Kuzmanovic, de Aude Lancelin. Voilà, mais on va être finalement, nous serons à terme la vraie, le vrai paysage médiatique français. Et puis vous aurez les vieillards, les vieux bourgeois de gauche qui regarderont LCI, BFM, voilà. Donc voilà, je pense qu'ils sont complètement largués. Et encore une fois, il y a bon, pour moi, c'est quand même c'est très gênant, mais globalement, ce que je ressors de cette affaire est très très positif. Et je vous parle même pas de maintenant ma réputation en Russie. Là, enfin, j'étais assez connu sur les plateaux de télé russes, mais là maintenant, je fais partie de la bande. Je fais partie de la bande des journalistes sanctionnés en Russie. Donc en fait, ça m'a rendu le bilan, c'est que ça me rend un service fou, et surtout le fait que Jean-Noël Barrot m'ait cité, ce qui est incroyable. Imaginez Sergei Lavrov ou Marco Rubio qui parlerait d'un blogueur américain ou russe réfugié en France qui dirait du mal du gouvernement, qui serait un agent d'influence et que donc on va lui mettre des sanctions. C'est ce qu'a fait. C'est ce qu'a fait Jean-Noël Barrot. C'est là aussi on voit aussi la médiocrité de la classe politique française. Enfin personne ne lui a dit qu'il fallait pas faire ça. Cela dit à mon avis il y a dû y avoir un retour de bâton parce que je n'ai pas entendu notamment dans la grande presse précisément. J'ai regardé sur LCI, sur BFM, ils ont plutôt essayé de pas en parler, d'invisibiliser. Je pense que Jean-Noël Barrot a commis une grosse erreur que je compte bien exploiter. Et je crois qu'il s'est fait taper sur les doigts, d'après ce que j'observe, puisque maintenant, alors, il y a des articles évidemment dans la presse écrite, mais c'est plutôt le calme plat. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, vous l'avez dit, là, il y a une sorte de réorganisation au niveau des médias français, il y a des médias alternatifs qui montent, il y a la parole des réseaux sociaux qui est de plus en plus importante. Enfin, désormais, comme le disait Elon Musk, nous sommes les médias en quelque sorte, Oui. pas seulement frontières, hein, c'est-à-dire même des individus lambda qui peuvent faire remonter des informations sur les réseaux. Vous avez abordé donc la dimension de la censure. Vous connaissez très bien l'histoire, Monsieur Moreau. Au final, on sait que la censure, c'est quand même une arme qui est certes redoutable contre ceux qui la subissent, mais on sait aussi que c'est une arme qui finit par se retourner contre ceux qui la pratiquent, puisque la plupart des régimes totalitaires qui ont mis en place des politiques de censure, surtout quand il y a une logique d'ouverture face au monde extérieur, c'est ce qui s'est passé avec l'URSS et les accords d'Helsinki. À partir du moment où il y a eu les accords d'Helsinki, l'URSS a eu plus de difficultés à mettre en place une politique de censure efficace. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas quand même une arme à double tranchant qui finit toujours et systématiquement par se retourner contre celui qui l'emploie? Tout à fait. D'ailleurs, alors, sans du tout me comparer à ce grand philosophe russe, Alexandre Solzhenitsyn, lui, il a été exilé de son pays, un peu ce que voudrait me faire subir l'Union européenne, et il s'est retrouvé dans le Vermont, et de là, il a rayonné, comme jamais. Et finalement, à la fin, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui est revenu. Le système soviétique est tombé et il est revenu et il a même rencontré Vladimir Poutine, qui était sans doute le personnage politique auquel il pensait dans ses écrits. Donc en fait, oui. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que ils ont commis l'erreur. On a réussi à les pousser en fait à craquer.
et ils ont commis l'erreur de faire ça et ils se sont mis au grand jour. Voilà, en pleine lumière. Ils ont. Et ce qui va être intéressant d'ailleurs, c'est la manière dont ça va. C'est quelque chose qui va résonner parce que, encore une fois, punir quelqu'un sans l'avoir jugé, c'est le type même des dictatures. C'est exactement ça. Ils sont toujours en train de parler de la Russie en faisant allusion au procès de Moscou. Mais ce qu'ils ont fait, c'est exactement ça. Sauf qu'ils m'ont pas pété les doigts à coups de marteau pour que je fasse ma confession. Mais peut-être espérait-il qu'en fermant mes comptes en banque, j'allais me mettre à pleurer et les supplier en disant mais c'est bon, je dirai plus jamais que Macron a tort et Jean-Noël Barrot est un génie de la diplomatie. Voilà. Eh ben, ça n'a pas marché et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça doit être utilisé. Moi, je vais l'utiliser, mais j'espère que ça trouvera des échos dans les médias alternatifs, évidemment. Je pense pas qu'il y en ait dans la classe politique, mais dans les médias alternatifs, oui, je pense que ça va résonner. Et ça va être surtout, en fait, c'est un argument massif qui pourra être utilisé. Vous avez sanctionné un de vos propres citoyens. Le gouvernement de Macron a sous-traité la punition d'un de ses citoyens à l'Union européenne, à la Commission, au Conseil européen. Donc ça, c'est quelque chose. J'espère que cet argument sera utilisé dès qu'ils commenceront à la ramener sur les valeurs de l'Union européenne, les valeurs de la France, la liberté, etc. Là maintenant, il y a quelque chose qui est flagrant. Et ça, c'est quand même une excellente chose pour notre combat pour la liberté. Ça, c'est vraiment, c'est fondamental. Oui, parce que dans votre cas, il n'y a pas eu de débat contradictoire, il n'y a pas eu pour vous de moyens de défense. C'est une décision qui est unilatérale et qui provient à la fois donc de Jean-Noël Barrot et de l'Union européenne. On sait que d'ailleurs, il y a eu alors quelques informations qui ont pu circuler ces derniers mois, notamment des pressions qui ont été exercées contre le patron de Telegram, Pavel Durov. Donc on sait que quand même, il y a des enjeux à ce niveau-là sur le contrôle des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qui vont réussir à mettre en place ce contrôle, parce que comme vous l'avez dit, c'est un mot qui est très juste, il y a une certaine forme de fébrilité au sein du pouvoir, que ce soit donc au sein du pouvoir de l'UE et donc forcément par logique de cascade au sein de notre propre gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir au final à réguler les réseaux sociaux, parce que malgré tout, ils ont des moyens qui restent extrêmement importants? Oui, ils vont ralentir incontestablement ma croissance. Même si j'ai tout d'un coup sous le feu des projecteurs grâce à Jean-Noël Barrot, malgré tout, une fois que mes réseaux sociaux seront invisibilisés sur le territoire de l'Union européenne, évidemment que je vais avoir une baisse de fréquentation. C'est incontestable. Mais encore une fois, ça aussi, on apprend à travailler. Comme j'ai dit, mon site internet était hébergé sur OVH. Bah, immédiatement, on l'a passé dans un autre site, en zone libre hors Union européenne. Tous les moyens tous les pareils on incite les gens à prendre un VPN. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement pour des personnes un peu âgées qui n'ont pas l'habitude de manipuler ces outils, ça va être un peu compliqué. Mais pour les jeunes, se brancher un VPN, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et on a quand même un gros avantage, notamment avec l'arrivée de Donald Trump, c'est que ils ont un peu peur de s'attaquer, notamment aux grandes plateformes américaines. Et de toute manière, ce qu'ils obtiendront de ces plateformes, c'est l'invisibilisation. C'est pas la fermeture de Twitter. À l'époque, mon premier compte Twitter a été fermé il y a 6 ans, parce que le propriétaire était un gauchiste dont j'ai Jacques Dorsey. Voilà. Donc j'ai oublié le nom. Donc là, c'était a priori, généralement c'est quand on s'en prend au lobby LGBT, là ça pardonne pas. Et donc là ça a été fermé. Même si on n'insulte pas d'ailleurs, hein, c'est pas la question. Ça a été fermé et depuis qu'il y a Durov et Elon Musk, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont besoin d'une loi. Ils ont besoin d'un décret, d'une directive de l'Union européenne pour invisibiliser le site. Mais le site n'est pas complètement fermé.
mais il est invisibilisé. Et c'est déjà beaucoup, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens qui veulent être un peu actifs, c'est-à-dire prendre un VPN, encore une fois, auront accès à tout mon contenu comme avant. Donc ça c'est quand même quelque chose de... Et surtout, en fait, ça explique aussi pourquoi donc il y a ces sanctions qui ont été prises contre moi. C'est que je pense que d'ici 1 à 2 semaines, l'Union européenne aura fait un courrier à X et à Telegram, et là, ils vont invisibiliser, et même à Odyssey, et même à Rumble, c'est que eux refusent de faire ce que fait YouTube, c'est-à-dire de la censure a priori, mais en revanche, quand il y a une loi, ils l'appliquent. Donc c'est pour ça aussi qu'ils avaient besoin d'une déclaration, de quelque chose de signé, soit de la France, ce qui n'était pas possible, soit de l'Union européenne. Si vous regardez l'aventure de Rumble, c'est assez intéressant. Rumble s'auto-censure à la fin de l'année 2022 parce qu'il recevait, comme YouTube, du ministère de l'Intérieur, des emails avec les sites à supprimer. Et donc, comme un des fondateurs de Rumble, c'est J.D. Vance, hein. Donc, comme eux, par principe, sont contre la censure, ils ont dit, puisque c'est comme ça, on se retire de France. Et on fait un procès. Parce que ce que vous nous demandez est illégal. Et il y a 3 mois, ils ont gagné leur procès, et depuis, Rumble est accessible en France. Et ce que dit Rumble, c'est, vous voulez censurer une chaîne, dans ce cas, faites-nous un truc officiel, une loi. Et je vais avoir, évidemment, il va y avoir un courrier officiel de la Commission européenne pour dire censurer Xavier Moreau. Voilà, parce qu'il dit la vérité. Donc voilà, encore une fois, ce qui est bien dans la séquence qu'on vit, c'est que ils se montrent tels qu'ils sont. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à mon avis et qui doit être exposé aux yeux du grand public, hein. C'est le vampire qui apparaît en pleine lumière du soleil. Alors, Monsieur Moreau, il y a une question que je suis obligé de vous poser parce qu'il y a des individus qui pourraient arriver sur ce live de chez Frontières ou même dans le replay de la vidéo YouTube et se dire, bon, Monsieur Moreau, il est bien gentil, mais depuis le début des années 2000, il vit en Russie. Vos activités économiques sont là-bas. Je crois que d'ailleurs, votre épouse est russe, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Et il a des analyses qui vont souvent dans le sens du narratif du Kremlin. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'être un agent russe, de travailler au service du Kremlin, au regard de ce que vous pouvez dire sur les réseaux, de vos activités, du fait que vous viviez en Russie, de votre russophilie, etc. Déjà, de dire que je suis toujours dans la ligne du Kremlin, c'est totalement faux. Si vous allez sur mes vidéos que vous pourrez trouver sur Odyssey ou sur Rumble, au moment du Covid, j'ai tiré à boulet rouge sur le traitement du Covid en Russie, même si on était loin de ce qui s'est passé en France, notamment dans la mairie de Moscou. À tel point qu'il y a même un des copains qui m'a dit fais gaffe quand même, il m'est rien arrivé, donc prouve qu'on peut critiquer le Kremlin. Ensuite, si vous allez d'ailleurs écouter mes vidéos qui sont très fouillées, l'essentiel de mes sources, comme pour d'ailleurs Jacques Beau, c'est la presse américaine ou la presse anglaise, ce sont des sources anglo-saxonnes que je cite, que j'illustre. Le livre que j'ai sorti, le dernier livre que j'ai sorti sur la question ukrainienne, toutes mes sources, c'est soit des sources ukrainiennes, soit des sources anglaises, soit des sources américaines, essentiellement. Vraiment, à 98%, c'est très rare que je cite un média russe. Donc, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est vrai que j'ai un parti pris qui est un parti pro-français. Parce que dans ma vision gaulliste de la relation internationale, eh bien, la Russie est l'allié idéal de la France. On est de chaque côté de l'Europe, on n'a pas de frontières en commun, donc finalement, comme le disait le général de Gaulle d'ailleurs, c'est un peu une incompréhension qui a fait qu'à quelques moments dans l'histoire, on s'est battu, mais globalement, l'alliance russe est la plus précieuse. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais demandé à ce que la France participe à la guerre aux côtés de la Russie. J'ai dit, et j'ai conseillé à certains partis politiques en 2022, j'ai dit à ceux qui m'ont demandé, la Russie va gagner la guerre, donc vous pouvez condamner l'invasion, c'est ce qu'a fait l'Alternative für Deutschland en Allemagne. Vous pouvez, et en revanche, vous devez attaquer Emmanuel Macron et François Hollande parce que c'est la non-application des accords de Minsk qui nous a amenés là. Et vous devez inviter les partis, c'est-à-dire en fait, ce à quoi on assiste maintenant, Moscou et Washington, à se retrouver à Versailles pour un grand traité de paix en Europe. Voilà. Donc
Donc c'était ça, c'était ça. Donc non, je suis avant tout pro-français en fait. Mais c'est pratique d'être en Russie puisque les intérêts russes et français ne s'opposent pas. Au contraire, ils convergent. Sauf dans des domaines de concurrence économique, dans l'armement notamment, où nos deux pays sont très bons, notamment dans l'aéronautique. Mais globalement, on n'a absolument aucun intérêt à s'opposer aux Russes. On a tout intérêt à faire l'alliance avec eux. Donc voilà. Et encore une fois, je n'ai jamais caché d'ailleurs. Si j'étais vraiment un agent d'influence, je serais plus discret que ça. Vous aviez, je crois que ça s'appelait Geneviève Tabouy, ça avait été révélé, donc qui était une comment dirais-je, une éditorialiste à la radio, je crois que c'était à France Inter dans les années 70-80, et on a découvert avec la publication des archives Mitrokhin en 1992 qu'elle était payée par l'ambassade de Russie. Mais pourquoi elle était utile? Parce que justement, elle n'était pas officiellement pro-russe. Donc elle pouvait faire passer un message beaucoup plus subtil, voilà. C'est ça. Et ça, je ne suis pas ça. Moi, je suis pro-russe, je le dis. Je suis pour la victoire de la Russie, je suis citoyen russe, et je pense que la victoire de la Russie est bonne pour la France, parce qu'elle va fragiliser l'édifice de l'Union européenne. Donc voilà. Ensuite, par exemple, j'ai mon émission sur RT en français, ancien RT France. Mais c'est marqué dessus. Enfin, je veux dire, je suis un journaliste russe en fait. Et donc, je ne cache rien. Et donc, le fait de vouloir me censurer, c'est estimer que les Français sont trop stupides pour pouvoir faire la part des choses et de ne pas comprendre que quand c'est marqué Russia Today, ça, c'est une chaîne russe, vous voyez. Donc voilà, comme je vous le dis encore une fois, c'est l'hystérie, c'est le goût de la défaite qui les rend fous. Mais voilà, pour répondre à votre question, voilà ce que je suis, ce que je continuerai à être. Et pour moi, il y a une véritable convergence des luttes entre les nationalistes français et ce que font les Russes malheureusement, je le déplore. Hein, d'ailleurs, je n'ai jamais insulté les Ukrainiens. J'ai toujours déploré profondément cette guerre qui est une véritable guerre civile. J'ai toujours et je n'ai jamais montré, par exemple, de photos de soldats ukrainiens en train de se faire déchiqueter par des grenades, tout ce qui circule sur ça, je ne le ferai jamais. J'essaie d'avoir une approche éthique, mais on peut pas en dire autant, évidemment, de ceux qui me critiquent. Ultime question, Monsieur Moreau. Donc, mine de rien, ces sanctions, elles vous impactent d'un point de vue de vos finances. Vous avez parlé de la fermeture de vos comptes bancaires, du fait que ça va être difficile pour vous de payer à la fois vos impôts et des services comme l'eau, l'électricité, etc., puisque vous avez un appartement à Paris. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui quand même à vivre de votre activité, à avoir un train de vie normal d'un point de vue de vos finances? Est-ce que vous pouvez travailler quand même? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, je suis en Russie, je suis chef d'entreprise. En plus, je travaille pour RT en français, donc je dirais mes revenus en roubles sont pas impactés. Donc, je peux continuer à élever mes 5 enfants. En plus, il y a beaucoup d'aides pour les familles nombreuses, donc je m'en sors très bien. Voilà. En revanche, effectivement, mon activité politique. Alors, j'ai eu des réactions assez extraordinaires de mon équipe, hein, qui m'ont dit, qui croient en mon combat et qui m'ont dit, Xavier, on va travailler gratuitement jusqu'à ce que tu puisses de nouveau nous payer. Donc ça, si vous voulez, ça me touche aussi énormément. Je les remercie d'ailleurs. Mais moi personnellement, si j'étais en français, je serais un clochard hein, avec 5 enfants. Là, en Russie, c'est surtout beaucoup de soucis parce que ça m'est arrivé en 2022 quand la BNP a fermé mon compte. C'est-à-dire que vous avez plein de trucs qui sont payés, même des petites sommes qui sont payées automatiquement. Et en fait, vous les oubliez, vous prenez des amendes et je vais demander à des amis de payer mon abonnement téléphonique pour moi. C'est vraiment, c'est tellement mesquin. Mais si vous voulez, il y a encore une fois, il y a tous les jours, il y a des dizaines, voire des centaines de soldats qui meurent sur le front. Donc voilà, plaie d'argent n'est pas mortel. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent, Monsieur Moreau? On les aura. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était la première fois qu'on vous recevait chez Frontières. Je pense que de toute façon, on suivra de près ce qui se passe en ce qui vous concerne. Mais on suit aussi, bien entendu, le conflit russo-ukrainien. Merci, Monsieur Moreau, d'avoir été avec nous. Et je rends l'antenne donc de ce live spécial.